Bonjour à toutes et à tous, on arrive à la 10e et dernière journée de ces rencontres du développement durable 2021, co-organisée aujourd'hui par l'Institut Open Diplomacy avec ESCP Business School. En tant qu'ancien élève de cette école, je suis plus particulièrement heureux encore aujourd'hui. Aussi parce qu'on va aborder un thème qui est très intéressant, très important pour l'Institut Open Diplomacy qui vient faire œuvre d'éclairage sur ces questions internationales avec une perspective géopolitique, y compris en matière de développement durable. On va parler du thème passionnant « Dessiner le monde d'après ». Le monde d'après, ça nous invite à réfléchir à une échelle différente et pour ça, rien de mieux que de le faire dans le cadre de cette conférence sur l'avenir de l'Europe dans laquelle nous nous trouvons actuellement et depuis la Maison de l'Europe de Paris, chacun peut contribuer après ces réflexions en direct à la plateforme de la Commission européenne pour pouvoir réfléchir aux futures institutions européennes et de ses politiques publiques en matière de développement durable. Et je le dis tout particulièrement puisque ESCP est une école singulière, non seulement parce que c'est la plus vieille business school du monde, mais aussi parce qu'elle est pan-européenne, implantée dans plus de 6 villes d'Europe, à Paris, Londres, Madrid, Turin, Berlin et Varsovie. On va pouvoir donc réfléchir à l'échelle continentale, si j'ose dire, pour ce sujet passionnant, même si c'est nous, Françaises et Français, qui sommes directement concernés par cette France en transition. Cette journée plus géopolitique qui mettra un peu de hauteur de vue dans les grands mouvements tectoniques qui font le développement durable sur le plan normatif, sur le plan géoéconomique, sur le plan des rapports de force, les conséquences en matière d'emploi. Tout ça nous permettra de réfléchir à l'échelle pertinente. On va avoir tout de suite deux intervenants pour pouvoir lancer cette journée, mais en tant qu'alumni de l'école, je voulais partager la bonne nouvelle puisque ça a été dit de la part de nombreux étudiants, de nombreux diplômés, de nombreux enseignants-chercheurs tout au long de ces rencontres du développement durable par les 9 autres établissements d'enseignement supérieur qui ont précédé le SCP dans cette journée. Parfois, les communautés autour des établissements d'enseignement supérieur s'organisent de façon très spontanée pour pouvoir accélérer la transition. Et je suis très heureux de savoir qu'il existe à l'ESCP un tel réseau, ESCP Transition Network, qui se réunit avec plusieurs entreprises tout bientôt, le 18 octobre. C'est possible de pouvoir y participer, même pour celles et ceux qui n'appartiennent pas à l'école. Et si vous souhaitez pouvoir vous y retrouver, il s'agit d'aller sur la page LinkedIn du ESCP Transition Network. Alors je le disais, sans plus attendre, on va introduire cette journée profondément géopolitique. Et pour commencer, je vais donner la parole au professeur Franck Bournois, qui est le directeur général de SCP, qui est avec nous avec simplement la connexion téléphonique, puisque c'est ce qu'on pouvait faire de mieux ce matin. Franck, je te laisse nous expliquer pourquoi l'école fait partie de cette aventure collective des rencontres du développement durable. Merci beaucoup Thomas, chers amis. Donc bienvenue à tous pour cette dernière étape du Tour de France, comme ça a été un peu dit, des rencontres du développement durable et qui est organisée admirablement par Open Diplomacy. Ce que je voulais dire, c'est que pour cette deuxième édition, ESCP a l'immense plaisir de vous accueillir tous pour cette dernière journée qui est en effet dédiée aux enjeux environnementaux et surtout aux capacités d'adaptation. Et je crois que dans toutes les écoles, comme aujourd'hui, il faut se demander pourquoi finalement il faut redessiner ou redesigner d'ailleurs le monde d'après. Je vous propose simplement de prendre d'abord un instant et le constat et le recul nécessaire pour finalement ce constat écologique qui reflète la gravité de la situation. Et ce qui est très marquant dans les écoles et en particulier à ESCP, c'est tout ce qui a été dérivé du rapport du GIEC 2021, sans équivoque, parce que vous savez déjà la responsabilité de l'homme qui est vraiment au cœur de tout ce que l'on vit en matière de réchauffement. Hein. À l'échelle du climat, plus 5 degrés, et exactement, c'est l'écart entre, je crois, la dernière ère glaciaire, il y a 20 000 ans, et le climat tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est la question de la vitesse des changements actuels 100 fois plus rapide, hein, ce qui les rend d'autant plus dangereux. Et puis, on le sait tous, ce sont des effets irréversibles auxquels les élèves dans nos écoles sont tout à fait sensibles, des effets sur le climat, la biodiversité,
la disponibilité des ressources, et puis aussi évidemment la question de comment gérer les ressources dans notre société, et c'est ce à quoi les grandes écoles en particulier s'emploient. Parce qu'après une phase d'économie de l'abondance pendant laquelle on a développé des tas de programmes pendant des tas d'années, entrer dans l'ère de la rareté, ça nous force finalement à une prise de conscience, mais à une révision totale de notre système. Alors la chance qu'on a dans notre pays, et dans les pays aussi européens dans lesquels on fonctionne, c'est d'avoir des jeunes qui sont nombreux, qui sont conscients de cela et qui disent même, vous le savez, souffrir d'éco-anxiété. Et ça a été très très bien démontré lors de la journée Dessiner l'industrie du futur, l'innovation technologique, elle est essentielle pour le développement de nouveaux modèles d'entreprise et pour une transformation des règles du jeu économique auxquelles les écoles de commerce en particulier sont sensibles. Je crois que comme vous, et on l'a bien compris ensemble cette semaine, dessiner le monde d'après, c'est acter qu'il faut accompagner les entreprises dans ces transformations. Et en tant que grande école, ESCP a comme objectif premier d'intégrer la transition écologique dans la formation des managers que nous préparons. Et quelle que soit leur destination comme manager, c'est-à-dire qu'ils soient en finance, en marketing ou en digital. Et nos écoles ont saisi, peut-être d'ailleurs un peu tard, mais ont saisi le devoir d'être au cœur de ces débats. Ce n'est pas que des débats, ce sont des actions aussi que les écoles entreprennent et mettent en place. Tout d'abord, c'est une vision claire de la transformation de la société. Nos jeunes vont aider leurs entreprises à se réinventer pour une société plus inclusive et un monde plus durable. Concrètement, pour les générations actuelles et futures, c'est important, c'est inscrit maintenant dans la mission de l'école, c'est même une obligation morale que nous nous assignons en tant qu'établissement d'enseignement supérieur européen. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une école comme ESCP, d'ici fin 2022, 100% de nos étudiants du bachelor, du programme de la grande école, mais aussi des MBA et des managers en exercice plus senior de l'executive MBA, 100% auront été formés aux enjeux du développement durable. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais avec une approche qui repose en fait sur deux volets: former à l'adaptation nécessaire des entreprises et puis aussi à l'atténuation des conséquences dans les prises de décision. C'est un système que les écoles aiment bien mettre en place. Il y a toujours un premier niveau qui est un niveau simple de sensibilisation. Les étudiants ensuite entrent dans un deuxième niveau d'options, de spécialisation qui leur sont proposées avec des approches par le calcul, par la finance, la démonstration que l'entreprise peut entrer dans l'adaptation et l'atténuation avec des indicateurs, des métriques concrètes sur des aspects de la vie de l'entreprise, qu'elle soit industrielle ou de service. Et puis un troisième niveau où on a des étudiants qui, eux, prennent cette vocation pour en faire une part importante de leur métier, et cela rédige et travaille sur des mémoires et des missions spécialisées. Si, évidemment, le besoin de nous former, etc., est un enjeu pour tout le monde, c'est aussi important d'aller encore plus loin. Moi, ce que j'ai bien aimé lors de la deuxième rencontre, lors de la deuxième journée des rencontres de cette année, celle dédiée à faire bouger les lignes, j'ai beaucoup apprécié l'intervention d'Ena Curic, donc la députée de la Marne, et comme vous, je suis marqué, je crois, par l'impératif d'urgence à réagir, mais réagir, c'est réagir, il y a agir,
Et c'est ce que nous faisons sans attendre, je vous dis, dans les écoles par la formation, mais on le fait aussi en ayant monté le premier département académique dédié à la durabilité. Ce n'est pas un département, j'allais dire, ce n'est pas un département au sens centre de recherche, c'est une force motrice de la durabilité dans l'ensemble des autres départements de la faculté. Il y a, grâce à un réseau transversal de connecteurs entre tous les départements, et bien que l'on soit dans un département de finances, de ressources humaines, de logistique, les valeurs écologiques nécessaires sont irriguées. Voilà. Et Thomas Friang l'a très bien résumé, je crois, quand il dit la transition, c'est la question vraiment du comment. C'est bien au-delà du diagnostic. Alors le comment, ça se passe aussi avec dans les écoles un réseau, le Transition Network, par exemple à ESCP, qui rassemble toutes les parties prenantes de la communauté, pas simplement les élèves, pas seulement les professeurs, mais aussi les anciens, avec des milliers de personnes qui déploient et vivent la fresque du climat. Et d'ailleurs, on va même plus loin en ouvrant même des forums emploi durable pour les élèves, et ça va se tenir d'ailleurs bientôt le 19 octobre. Voilà un petit peu en intégrant la durabilité à tous les niveaux dans une grande école, on fait le choix de capitaliser sur les compétences, encore une fois, au-delà des élèves, au-delà des professeurs, mais aussi des anciens. Ça appelle aussi une dimension, une approche internationale. Et je crois qu'à la veille de la présidence française de l'Union européenne, l'enjeu est central pour nous parce que c'est pas simplement à Paris, c'est dans une école qui est européenne et dans nos 6 campus. Ça concerne aussi la chaire économie circulaire. Et on le voit, ESCP qui est aussi implanté à Berlin, c'est extrêmement fort ces questions de durabilité dans un campus comme Berlin à travers l'entrepreneuriat. L'urgence d'agir est quelque chose qui est très très diffusé dans l'école en ce moment. Ça s'applique évidemment à la rénovation des bâtiments qui vont répondre évidemment à des attentes durables. C'est aussi quelque chose qui se diffuse dans le réseau des grandes écoles et aussi avec les universités. C'est pas simplement les écoles de façon isolée qui fonctionnent. Par exemple, nous avons créé avec HEC la première chaire conjointe HEC et ESCP sur la thématique du monde d'après avec la maison Cartier. Voilà. Et tout ceci, chemin faisant, je crois que le projet se développe pour apporter des réponses à la hauteur des enjeux. Open Diplomacy, bien sûr, le programme des Nations Unies pour l'environnement, WEF et bien entendu Entreprises pour l'environnement, Citeo et autres experts nous irriguent beaucoup. Donc voilà pour cette matinée. Je trouve que merci encore à Open Diplomacy, merci à Thomas Friang pour cette initiative autour des 10 thèmes clés. Je crois que c'est un honneur et puis un bonheur aussi pour ESCP d'accueillir la phase conclusive de ce parcours. Agilité, humilité et écoute, nous ferons toujours avancer. Voilà des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, professeur. Merci, cher Franck, pour ces mots d'introduction à la journée qui sont extrêmement complets. Vous l'avez dit, il est important d'aller dans le détail de la manière de conduire cette transition. Vous avez notamment parlé des métriques et je sais que pour tous les départements de recherche et d'enseignement de l'école, ça compte beaucoup. On y reviendra en détail avec le président de PwC France et Maghreb dans un grand entretien cet après-midi. La ministre de la Transition écologique qui conclura ces rencontres du développement durable et cette journée ne manquera pas de revenir sur les normes qui se discutent à Bruxelles pour pouvoir
précisément mesurer nos capacités à faire concrètement la transition. Ça se joue à l'échelle de l'Union, ça se joue à l'échelle de la France, ça se joue à l'échelle des campus, Franck, vous l'avez rappelé, mais ça se joue aussi à l'échelle des régions. Et c'est pourquoi j'ai le plaisir d'accueillir dans cette introduction de la journée parisienne des rencontres du développement durable qui vient terminer ce Tour de France, le vice-président de la région Île-de-France chargé de la transition écologique, du climat et de la biodiversité, Monsieur Yann Verling, qui encore il y a très peu de temps était également ambassadeur de France pour l'environnement et qui va pouvoir également donner quelques perspectives sur ce que le territoire dans lequel nous nous trouvons pour ce direct et pour cette journée co-organisée avec ESCP fait en matière de transition. Yann, je te passe la parole. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Ça roule. Bonjour Thomas, bonjour à toutes et tous connectés ou présents. Je vais effectivement peut-être dire quelques mots d'abord pour effectivement merci Thomas d'avoir rappelé que j'ai eu cette fonction d'ambassadeur à l'environnement pendant 2 ans et demi jusqu'en juin dernier, et aujourd'hui vice-président de la région Île-de-France. C'est un double parcours qui me permet d'avoir un propos à la fois sur ce que j'ai retiré de mes passages ici ou là sur la planète, que ce soit dans des pays développés ou en voie de développement, et puis la situation française, la situation locale. C'est souvent effectivement une double vision qu'il faut avoir sur les enjeux mondiaux et les réponses locales. Donc aujourd'hui je passe du général au concret. Je vais vous en dire quelques mots. D'abord peut-être au regard de vos discussions et de votre débat, moi je suis pas un acteur économique, je suis un acteur politique, et je m'étonne toujours de la différence importante entre l'état de l'opinion qui, sondage après sondage, montre quand même effectivement un intérêt grandissant pour les enjeux environnementaux. Je crois que les derniers sondages que j'ai pu voir sur les préoccupations des Français, sur les thèmes qu'ils veulent voir traités par les pouvoirs publics, l'environnement arrive toujours dans le top 3 des sujets les plus préoccupants. Et face à cette opinion, on a un débat politique qui malheureusement n'est pas à la hauteur. On a souvent cette différence entre le politique, l'état du débat politique et l'état de l'opinion, qui est assez surprenant, avec un décalage parfois un peu voilà, presque consternant, j'allais dire. Et pourtant, l'état des lieux, comme l'a dit le directeur de l'école, est effectivement dramatique. En 40 ans, en plus c'est court, hein, c'est-à-dire que les dégâts environnementaux ont été très importants au cours des 40 dernières années. Tout s'est accéléré au cours des 40 dernières années, avec une accélération du réchauffement climatique, puisque nous étions donnés pour objectif de ne pas dépasser 1,5 degré d'ici la fin du siècle dans les accords de Paris en 2015, par rapport à l'ère pré-industrielle, et nous sommes d'ores et déjà à plus 1 degré. Donc on le sait, on va dépasser les 1,5 degré, et les émissions de gaz à effet de serre continue malheureusement d'augmenter au lieu de baisser à l'échelle mondiale. Même si l'Europe est parfaitement exemplaire, malheureusement les émissions européennes ne représentent plus que 9% des émissions totales du monde, et c'est aujourd'hui la Chine qui représente 30%. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on n'est pas du tout sur la bonne pente. Quant à l'autre grand sujet d'ailleurs qui fait l'objet d'une COP en ce moment même qui se réunit en Chine, qui est la question de la biodiversité. Sur ce sujet-là, c'est pareil. Au cours des 40 dernières années, les différents chiffres que les scientifiques nous donnent sont parfaitement catastrophiques, puisque presque 60% du monde vivant sauvage a été détruit au cours des 40 dernières années, et le monde sauvage ne représente plus que 5% des mammifères et des oiseaux présents sur Terre. Donc vous voyez un petit peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors moi je pense que aujourd'hui ce qui est devant nous, en tout cas le débat que moi j'ai initié au niveau de la région Île-de-France, c'est de cesser d'être dans une logique curative. On l'a vu avec d'ailleurs la période encore récente de la crise sanitaire. Nous attendons d'une certaine manière que les catastrophes arrivent, et puis ensuite nous sommes en capacité, ça c'est une prouesse humaine absolument fantastique et de nos sociétés, nous sommes en capacité de répondre dans le curatif de manière absolument surprenante, puisque
En quelques semaines, nous avons, quand le virus est survenu, nous avons toutes les sociétés de la planète entière décidé des confinements, décidé des programmes de recherche massifs pour trouver des vaccins, et nous les avons trouvés en un temps absolument record. Et nous avons, face aux dégâts économiques, déployé des plans de relance faramineux pour relancer l'économie. Donc nous savons faire le curatif, savons-nous faire le préventif. Ça, je dois dire que là, la question est entière, puisque de toute évidence, nous ne sommes pas capables de prendre des décisions politiques de même ampleur au regard des enjeux environnementaux qui pourtant sont absolument évidents, qui sont devant nous, et nous ne sommes pas capables de prendre les décisions économiques et financières non plus. Alors, au niveau de la région Île-de-France, par exemple, moi j'ai souhaité que, plutôt que de continuer de manière certes très ambitieuse à faire une politique de réduction des gaz à effet de serre, et nous allons continuer à mener une politique ambitieuse sur le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie, notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments. Dans le même temps, ce qui me paraît absolument important aujourd'hui, c'est d'être en capacité de préparer le pire des crises climatiques qui vont arriver. Et évidemment, nous avons tous à l'esprit ce qui s'est passé chez nos voisins, en Belgique et en Allemagne, avec les inondations massives qui ont eu lieu il y a quelques mois encore, ou encore l'année dernière au Canada, ou dans des latitudes où on ne s'attendait absolument pas à ça. Les températures sont montées à frôler les 50 degrés. Donc, bien évidemment que sous nos latitudes en France et en Île-de-France en particulier, nous sommes tout à fait menacés par ces situations. Donc nous avons décidé de lancer un plan régional d'adaptation au changement climatique. Le travail est lancé aujourd'hui. J'ai demandé au service de la région Île-de-France et à l'Institut Paris Région de nous faire des scénarios entre guillemets du pire, c'est-à-dire de nous expliquer où les situations seraient les plus problématiques, soit en termes d'inondation, soit en termes de sécheresse, soit en termes de canicule, pour que nous puissions organiser avec toutes les parties prenantes régionales les solutions préventives pour supporter au mieux et ces inondations et ces canicules. Et le maître mot que je mets en avant dans cette situation, qui est quelque chose que j'ai beaucoup déployé quand j'étais ambassadeur également, c'est qu'il faut lier climat et biodiversité dans ces solutions. Et c'est notamment choisir les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire préférer effectivement pour l'expansion des crues, des zones, remettre en place des zones humides, parce qu'en fait un cours d'eau, s'il n'a pas d'endroit où aller, il va là où il veut, et là où il veut, ce n'est pas forcément là où nous on veut qu'il aille, et souvent il choisit des zones qui sont urbanisées, des zones dense, alors que nous pourrions le guider pour aller dans des zones naturelles, justement, dans des zones d'expansion de crues. Donc c'est tout l'enjeu de développer et de déployer de manière massive dans notre territoire en région Île-de-France, le long des cours d'eau, des zones d'expansion de crues et des zones humides qui, par ailleurs, sont extrêmement favorables à la biodiversité. Quant aux villes et les canicules, là aussi, au Canada, quand la canicule est survenue, la solution curative a été d'enclencher de manière massive des climatiseurs dans les maisons, et ça a eu un effet évidemment encore plus important en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de chaleur augmentée dans les rues, alors que la solution durable, mais donc il faut la prévoir en avance, c'est évidemment de favoriser le végétal. Il faut absolument aujourd'hui végétaliser beaucoup plus les villes de manière très massive. J'ai vu la photo de la cour de l'école tout à l'heure qui était remplie d'arbres. C'est exactement ça qu'il faut faire, c'est multiplier le végétal, c'est la seule solution de rafraîchir l'air de manière durable dans nos villes. Voilà, alors bien évidemment, le débat que vous lancez ne peut pas se réduire à ces solutions ponctuelles. On a un changement de modèle, évidemment, vous l'avez évoqué, un changement de modèle à envisager, et je crois que dans cette situation, on est tenté évidemment d'aller sur des débats qui sont parfois un petit peu trop théoriques. J'entends souvent émerger cette question de la décroissance versus la croissance, avec beaucoup de radicalité dans les propos. Moi, j'entends ce propos essentiellement, notamment de la part de la jeunesse et de certaines formations politiques, comme un message d'alerte face à l'inaction, parce qu'effectivement, on a cette contradiction qui est tout à fait visible, que j'évoquais tout à l'heure, entre le discours politique et les actions. Il faut que aujourd'hui on passe à l'acte. Et ça, vous l'avez souligné,
il y a un découragement, notamment des jeunes générations, sur le fait que tout le monde dit la même chose sur le constat. Tout le monde est d'accord pour dire que la situation est grave et que le constat est absolument dramatique. Et cette éco-anxiété de la jeunesse, elle se traduit aujourd'hui par justement des messages de radicalité, des messages peut-être excessifs, mais je crois qu'il faut les entendre et ne pas y répondre en disant qu'on est contre la décroissance ou contre les messages radicaux, mais plutôt être dans les solutions. Et aujourd'hui, on a vraiment une négociation, j'allais dire globale, à mener dans la société pour réfléchir à toutes les strates, à tout ce qui aujourd'hui est identifié clairement comme étant des activités qui ne sont pas durables, ne sont plus durables. Donc il faut qu'on se réinterroge sur les modes de production alimentaire. C'est un débat récurrent, mais il faut l'avoir avec courage, et on sait qu'on aura, à hauteur de ce qu'on fait sur les plans de relance Covid, on aura beaucoup d'argent public à déployer ou à redéployer autrement pour accompagner les mutations agricoles qui ont du mal à se faire. On aura besoin d'accompagner un certain nombre de secteurs économiques, notamment dans le champ de l'énergie. Dans le champ de l'énergie, là aussi, nous sommes dans des débats où on voit bien on se coince tous les uns les autres. On est d'un côté avec une électrification massive des usages, avec de plus en plus de voitures électriques dans les villes, de plus en plus de chauffage électrique dans les villes, parce que peu émetteur de particules fines et peu émetteur de gaz à effet de serre, et dans le même temps, cette électricité, il va falloir la produire, et vous voyez bien que dans la société, des tensions énormes existent sur cette question de la production électrique, avec les partisans du nucléaire et ceux qui y sont opposés, les partisans des éoliennes et ceux qui y sont opposés, et demain, peut-être même les partisans du solaire et ceux qui y sont opposés. Donc à un moment donné, il faut avoir aussi un discours de vérité en disant on ne peut pas tout avoir, à la fois son téléphone portable, des visioconférences comme aujourd'hui qui demandent de l'électricité, de l'électroménager, des voitures électriques et du chauffage électrique, et ne pas se poser la question de comment on produit l'énergie. Il n'y a pas de solution propre pour produire de l'énergie et de solution satisfaisante. Il faut accepter cette complexité et ce mix énergétique aujourd'hui qui pose des problèmes mais qui n'a pas de solution parfaite. Voilà. Donc sur tous ces sujets, nous avons une sorte de contrat de société à construire. Qui sera forcément insatisfaisant pour beaucoup, mais c'est un accompagnement qu'il faut organiser, c'est une écologisation de la société qu'il faut prévoir et qu'il faut organiser, et cela, c'est de la responsabilité de chacun. Au niveau de la région Île-de-France, nous agissons sur tous les leviers, et aujourd'hui, d'ailleurs, je peux vous dire, puisque nous avons fait l'examen budgétaire des dépenses régionales, 1 euro sur 2 au niveau de la région Île-de-France est consacré au développement durable et à l'environnement. C'est la preuve que les collectivités locales aujourd'hui sont au rendez-vous de leur mission, qui est d'être les acteurs concrets de la transition écologique. Je vous remercie. Merci Yann, c'est extrêmement précieux d'avoir ce double témoignage du professeur Bournois et de ta fonction de vice-président de la région Île-de-France, avec en effet le background diplomatique que tu as rappelé. Pour introduire cette journée, donc, puisqu'il s'agit de dessiner le monde d'après, c'était passionnant de pouvoir commencer la journée avec un dessinateur. Je rappelle que Yann Verling a également des talents de dessinateur, peut-être qu'on les a même entreaperçus à l'écran. En tout état de cause, dans les deux mots d'introduction, l'esprit des solutions est absolument indispensable. Esprit des solutions qui nous appelle à quatre blocs qu'on va essayer de garder à l'esprit pour conclure ces rencontres du développement durable 2021. Un esprit d'humilité, je pense, parce qu'il y a effectivement une posture de l'être humain en tant qu'espèce vis-à-vis du vivant et de la nature plus généralement qui reste à repenser, un travail en réseau parce que l'intelligence collective est beaucoup plus puissante pour aller au bout des objectifs de développement durable que la réflexion en silo, et c'est d'ailleurs l'esprit de cette initiative ESCP Transition Network qui se réunit, je disais tout à l'heure le 18, mais en fait c'est le 19 octobre, et pardon pour la petite coquille que le professeur Bournois avait directement amendée. Toujours déjà commencer à mettre en œuvre des choses, commencer par réduire son empreinte climat et biodiversité, y compris quand on fait un événement comme ça, et partout là où c'est possible, chercher à trouver à compenser tout ce qu'on n'a pas pu réduire. Ça existe, qu'on arrive à ne pas éliminer toute notre empreinte, et pour ça on est très heureux de pouvoir travailler en particulier avec Reforest Action
grand mécène de ces rencontres du développement durable. Et je rappelle, parce que chacun l'a vu pour s'inscrire, que chaque inscrit aux rencontres contribue à reforester la planète. Et je le mentionne parce qu'il ne s'agit pas de louer la compensation en tant que telle, mais de montrer que les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire la restauration des écosystèmes, ce sont les solutions les plus efficaces et les plus rentables pour atteindre nos objectifs de développement durable de la façon la plus immédiate possible. Et en dernier lieu, il ne faut pas se contenter d'agir par des mécanismes aussi élémentaires que la réduction et la compensation de notre empreinte, notamment carbone, mais il faut aussi, et c'est pour ça que nous avons co-organisé ces 10 journées avec des établissements d'enseignement supérieur qui produisent une recherche absolument passionnante sur tous les sujets que nous avons abordés, et c'est aussi le cas de SCP Business School aujourd'hui. Réfléchir à ce monde d'après. On va donc attaquer la journée avec une table ronde dédiée à l'incertitude et comment est-ce que on peut dessiner le monde d'après en ayant des repères institutionnels, économiques qui sont brouillés, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques, tensions aussi intergénérationnelles. Nous retrouverons toujours notre masterclass pour les générations futures. Chacun l'a dit, l'éco-anxiété des jeunes est une priorité à prendre en compte. Ça nous amènera à réfléchir à la façon dont, dans un monde un peu chaotique, nous pouvons faire émerger de nouveaux modèles économiques, puisque précisément le but du jeu, c'est de bien fonctionner sur les 3 piliers du développement durable, sans oublier le fait que l'économie est un moteur absolument précieux pour concrétiser cette transition. Et nous aurons ensuite une série de 5 grands entretiens pour pouvoir boucler la boucle avec le président de PwC France et Maghreb, qui est également grand mécène de ces rencontres du développement durable, le président Patrice Moreau, avec le président de L'Oréal, Jean-Paul Agon, qui fait partie des grands capitaines d'industrie qui ont engagé ces transitions à l'échelle mondiale, la docteure Chrysoula Zakharopoulou, qui est députée européenne, mais qui est aussi et surtout coprésidente de COVAX, le mécanisme de partage de vaccins mondial que nous avons mis en place à l'échelle européenne pour pouvoir avoir une réponse à cette pandémie et qui prototype la façon dont on pourra coopérer à l'échelle internationale dans ces mondes disruptés par des crises environnementales et sociales. Et juste avant de recevoir la ministre de la Transition écologique, Madame Barbara Pompili, qui conclura l'ensemble de ces réflexions dans le cadre de la France en transition, je donnerai la parole à Thomas Boubert, le CEO monde d'AXA, également grand mécène de ces rencontres du développement durable, qui nous expliquera comment le métier de l'assurance et de l'investissement doit se réinventer à l'aune de ces dérèglements. J'en termine là avec cette introduction. Pardonnez-nous déjà pour le retard accumulé dans l'amorçage de cette journée passionnante, mais on se retrouve d'ici très peu de temps pour la première table ronde, disruption environnementale, faire face à l'incertitude radicale. A tout de suite pour cette 10e journée des rencontres du développement durable 2021, co-organisée aujourd'hui par l'Institut Open Diplomacy avec ESCP.